Le 1765, Madame Mesmer. Je vais le défendre, Monsieur le Président. Donc là, il s'agit d'augmenter les bourses des étudiants ultramarins. Les étudiants ultramarins ont un complément de bourse de 30 €. On propose d'y ajouter 70 € pour le porter donc à 100 €. L'alimentation, notamment en Outre-mer, coûte 30 à 40% plus cher qu'en Hexagone et jusqu'à 78% en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Donc clairement, là, il y a un enjeu de revalorisation. Donc le coût de la vie pour les étudiants ultramarins, il est 10 fois plus cher qu'en Hexagone. 65% des étudiants disposent d'un reste à vivre inférieur à 50 € par mois après paiement de leur loyer, contre 26% au niveau national. Là, il s'agit de revaloriser et de faire un geste qui est quand même relativement minime et minimal. On pourrait être beaucoup plus conséquent. Je tiens à signaler que l'amendement a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je vous invite à le faire à nouveau aujourd'hui. Ok, merci. Monsieur le rapporteur, excusez-moi. J'y suis défavorable. Je rappelle que les étudiants en Outre-mer reçoivent déjà un complément de 30 € par mois. Et j'y suis aussi défavorable pour les raisons que j'ai exprimées avant dans le débat plus général sur la réforme des bourses. Merci. Monsieur Maillot. Merci. Je remercie mon collègue qui a attiré l'attention de la précarité étudiante qui est beaucoup plus accentuée dans les Outre-mer, et nous connaissons ici tous les raisons par rapport à la vie chère, par rapport au coût de communication, et Dieu sait que c'est important la communication, de payer Internet, de payer le téléphone, de payer aussi les frais de transport pour se rendre sur le lieu de là où on prend les cours, parce qu'il y a aussi une crise du logement étudiant, et je vais y revenir plus tard, mais juste pour vous dire, monsieur le rapporteur, vous savez, 30 € pour un étudiant ultramarin, c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien. Donc, quand on vous demande de mettre un peu plus, on n'est pas en train de jouer au Monopoly avec des faux billets. Là, on parle de la réalité des étudiants dans les Outre-mer qui peinent à arriver en fin de mois et qui sont déjà en grande précarité au milieu du mois, voire même au début. Et c'est pour ça que les colis alimentaires foisonnent sur les universités de La Réunion. Merci. Passez au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Monsieur Renaud, le 841. Oui, la transition est toute trouvée et je vais me concentrer sur le sujet des sciences sociales en défendant ensemble les 4 prochains amendements. Alors, pour faire suite à un débat qu'on a eu l'année dernière, qui est un peu vif sur les sciences sociales sont-elles une science? Bon, ça, c'est un vieux débat. Si on s'en réfère à Karl Popper, principe de falsibilité, la réponse serait plutôt non, en tout cas pas une science dure. Est-ce que le Rassemblement national est hostile aux sciences sociales? Là, on pourrait aussi retourner dans l'histoire des idées politiques. On sait, on attribue souvent à Auguste Comte la paternité de la sociologie. On pourrait aussi citer Louis de Bonald, qui avait écrit quelques années avant, auteur des sciences de la société, avec la philosophie du nous contre la philosophie du moi. Voilà, c'était quand même une première réflexion cohérente et sociologique sur la société française, et pas que française d'ailleurs. Après, est-ce que, au-delà de l'indépendance de la recherche qu'on veut préserver et même renforcer, on a eu le débat avec l'Agence nationale de la recherche, est-ce que le pouvoir politique doit flécher les financements publics en fonction de priorités de recherche? Nous, on pense que la réponse est oui. Et effectivement, en domaine de sciences sociales, on ne se cache pas derrière le petit doigt, on aurait plutôt tendance à orienter les financements publics vers les sciences dites dures, au détriment, effectivement, des sciences sociales. Et il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait, pas seulement Donald Trump, je sais que vous allez certainement rebondir là-dessus. D'ailleurs, il y a un projet du CNRS, c'est Choose CNRS, je crois, pour essayer de récupérer des chercheurs américains en sciences sociales. Mais il y a aussi l'Australie, il y a quelques années, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, qui se sont lancés dans des projets de ce type. L'idée étant d'orienter effectivement le financement public vers de la recherche fondamentale et indépendante, vers des domaines qui sont, je vais provoquer un gros mot, plus productifs pour l'économie française. Alors, vous avez, excusez-moi, monsieur Renaud, vous avez défendu les 4. Bon, évidemment, vous imaginez que ça a suscité un débat, monsieur le rapporteur, et après, il y a eu plusieurs interventions.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc si je résume, le premier amendement qui vise à baisser de 50 millions d'euros le programme 172, et en particulier qui viserait potentiellement les sciences humaines et sociales. D'abord, il ne nous appartient pas ici en commission de faire du ciblage sur telle ou telle répartition au sein du CNRS. C'est sa politique interne de vouloir flécher ou non en fonction aussi des programmes de recherche, en fonction du plan national de stratégie de la recherche, sachant que et pour éclairer l'ensemble des commissaires ici, les sciences humaines et sociales, c'est la 5e dépense du CNRS. Loin, très loin derrière, les sciences du vivant, les sciences naturelles, l'espace et l'énergie. Donc, à vous entendre, on pourrait penser que c'est l'inverse. Sur les amendements suivants, qui vise également à supprimer des crédits spécifiques sur le HCRS, sur l'Académie des technologies. Ce sont des organismes qui travaillent aussi en concertation avec le Parlement, qui éclairent aussi de manière indépendante le Parlement. Donc il ne m'apparaît pas intéressant de pouvoir supprimer ces crédits. Donc ce sera un avis défavorable pour ces 4 amendements. Merci. Alors, Monsieur Saint-Martin. Oui, merci. Rapidement, en effet, on a eu cette discussion l'année dernière. On s'inscrira en faux, évidemment, et pas forcément dans la défense pro domo des sciences humaines et sociales. Et là, je suis en conflit d'intérêts parce que je suis sociologue dans une autre vie. Mais les arguments qui sont opposés sont vraiment indigents. Je suis désolé. Popper, c'est les années 40-50. On a progressé en philosophie des sciences depuis. Et sur la scientificité des sciences humaines et sociales, elles sont robustes. Et par ailleurs, on travaille beaucoup en sciences humaines et sociales avec les sciences dites dures. Beaucoup, de plus en plus. Et ils viennent nous chercher, les physiciens, les biologistes. Donc là, vous êtes dans un tableau épistémologique qui est vraiment assez réactionnaire et conservateur et qui méconnaît radicalement la science sociale telle qu'elle se fait aujourd'hui. Par ailleurs, ces attaques, oui, elles sont largement aux États-Unis, beaucoup. Le trumpisme est radical, il sabre dans les dépenses fédérales et c'est d'une violence inouïe et ça témoigne d'une forme d'obscurantisme qui est vraiment inquiétant, contre lequel tout le monde se bat et des milliers et des milliers de chercheurs manifestent dans la rue. Alors ça, c'était notamment aux États-Unis, mais aussi en France. Il y a eu Stand Up for Science, précisément pour rappeler l'autonomie de la recherche, etc. Et les sciences humaines et sociales font partie de cette entreprise scientifique globalement. Donc là, c'est une attaque qui est vraiment très malvenue. Merci. Monsieur Corbière. Monsieur Renaud. Je vais essayer de faire une réponse rapide. La première réponse, c'est la priorité dans les financements publics. Moi, je pense que les pouvoirs publics ont, et le pouvoir politique peut faire des priorités de financement en fonction d'objectifs politiques. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxièmement, sur Louis de Bonal, Monsieur Corbière, de façon générale, je pense qu'ici, on peut citer des auteurs sans en partager l'intégralité des thèses. Sinon, ce serait très inquiétant. Ça voudrait dire que on ferait le tri quelque part dans la bibliothèque et dans notre expression publique, dans les auteurs qu'on peut citer, et on ne pourrait pas lire, on ne pourrait pas revendiquer un auteur sans en partager l'intégralité des thèses. C'est très inquiétant. Et quelque part, ça participe d'une paupérisation intellectuelle, y compris des débats qu'on peut avoir ici dans cette Assemblée. Quand on regarde les archives des débats qu'il pouvait y avoir il y a un siècle dans cette Assemblée, je peux vous dire qu'au niveau de la qualité intellectuelle, c'était quand même autre chose. Troisième point, sur le reste des amendements, pour en dire un mot, la fusion IRD-CNRS, je pense que c'est un serpent de mer. Pour reprendre l'expression d'un rapport sénatorial, l'IRD est devenu un CNRS tropicalisé. Donc ça, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir un aspect international au CNRS. Et enfin, sur le HCRS, je pense qu'on a eu des débats assez intéressants au moment de la loi de simplification, qui étaient transpartisans d'ailleurs, et qui touchaient aussi à l'indépendance de la recherche. Merci. Alors, on y va. Le 17-30, Monsieur Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. En responsabilité, en conséquence aussi, nous proposons de recruter 30 000 personnels statutaires sur 5 ans. C'est un plan massif qui vise à rompre avec cette logique de précarité dans les effectifs des enseignants-chercheurs qui fragilise durablement les collectifs de recherche, qui en plus dégrade singulièrement et massivement la qualité des services qui sont réalisés dans le cadre du service public de l'université. Donc là, il s'agit simplement de revenir sur un délabrement qui affecte durablement le champ universitaire et
c'est aussi une façon d'assumer une politique universitaire qui assume ses choix, ses priorités budgétaires. Donc là, j'en appelle à votre comment dirais-je, sagacité, votre passion de l'université en finançant correctement, enfin, l'effort budgétaire s'agissant des ressources humaines, qui sont sacrifiées depuis trop longtemps. Merci, monsieur le rapporteur. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit par notre collègue, étant aussi chercheur de formation, mais pour des raisons budgétaires, j'émettrai un avis défavorable. Très bien. Monsieur Casbarian. Oui, merci, Président. Juste pour éclairer ceux qui regardent nos débats et bien comprendre les choses, et pour éviter qu'on nous accuse de ne pas être là quand il y a des milliards qui sont votés, on vient de s'absenter 5 minutes avec les collègues pour aller en hémicycle pour voter dans le cadre du PLFSS. Et en 5 minutes d'absence, il y a 5 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires qui viennent d'être adoptés. Donc quand les chats ne sont pas là, les souris dansent et les députés distribuent l'argent du Monopoly à tout va. Et bien évidemment, Président, vous vous en doutez, tout à l'heure, quand on arrivera au vote, on sera obligé de rejeter les crédits. Mais vous direz sans doute que c'est parce qu'on n'était pas assez mobilisés, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je voulais juste indiquer, pour ceux qui nous écoutent, que si nous n'étions pas loin et que malheureusement ces dépenses publiques ont été adoptées, c'est que nous avons fait le choix massivement d'aller en hémicycle sur un instant T. C'est le drame de la parallélisation des débats qui rend les débats un peu compliqués et qui nous oblige à nous démultiplier dans 2 endroits différents. Mais comme je tiens à me rendre hommage, il se trouve que j'ai défendu, j'ai expliqué votre absence là et votre présence tout au long de la journée. Vous voyez ? Voilà. Je dis juste ça, comme ça au moins les choses sont dites, et en disant que vous avez été présent et que vous étiez parti pour voter, mais que je ne faisais pas d'interruption, comme je l'avais dit depuis le départ, c'est tout. Madame Maré-Boye. Oui, tout à fait. Alors je rappellerai, parce que je l'ai déjà dit lors d'un précédent débat, et sur cette titularisation des contractuels volontaires, je tiens à redire à l'ensemble des gens présents que la Cour des comptes est en train de faire un rapport sur justement l'utilisation massive des contractuels dans la fonction publique et la répercussion. Donc je pense qu'il est urgent d'attendre leur rapport et de voir ensuite ce qu'ils vont préconiser. Voilà. C'est dans le cadre de mon rapport que j'ai pu auditionner et donc vous rapporter ce qui va arriver dans les mois à venir. Merci de l'information. Monsieur Maty. Merci, Monsieur le Président. C'est pas 5 milliards, pour l'instant c'est 4 milliards 3. Je voulais vous rassurer. Donc je voudrais quand même vous rassurer. Donc il ne faut pas être aussi catastrophique. Non mais là... Non, mais franchement, on est un jeu de rôle. Parce que vous savez très bien que jamais le gouvernement lèvera le gage. Donc on fait croire aux personnes que ces sommes sont acquises. Elles ne le sont pas. Donc je trouve que c'est, quelque part, on a un raisonnement qui est pas sain. Parce qu'on fait croire que c'est possible. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas compte tenu de notre situation financière. Ça ne l'est pas compte tenu de nos majorités qui n'existent pas. Et le gouvernement ne lèvera jamais le gage sur ces sommes-là. Voilà. Ouais, enfin, si on veut parler de jeu de rôle, dans ce cas-là, Monsieur Mattei, je vous dirais surtout qu'on sait très bien que ça ne va pas être discuté en séance et que c'est voilà. Le premier jeu de rôle, il est quand même là, et du fait qu'on a commencé 2 semaines en retard le budget. Voilà. Non, je tiens aussi à préciser, dans le jeu de rôle, il y a le jeu de rôle. Hein. Voilà. Ce qui fait que ce qu'on fait en commission n'a aucune translation après dans la séance. Ce que je regrette fortement. Mais enfin, au moins, il y a les arguments échangés, ce qui d'ailleurs est suivi. Je tiens à vous le dire quand même, ça vous semble paradoxal, mais c'est suivi. Parce qu'elles sont dans les arguments, je trouve que c'est souvent assez intéressant. Alors attendez, bah oui, vous vous moquez, mais je le pense réellement. Ah d'accord, ok. D'accord. Ça, j'ai pas l'impression, mais bon. Attendez, je suis un peu perdu du coup. Là, il y avait M. Mattei et il y avait M. Juvin et M. Lecoq. Il a parlé, Mattei. Il vient de parler. Ah oui, non, M. Juvin. M. Mattei a parlé. Merci. Donc, Monsieur le Président, cet amendement, si je comprends bien, propose l'ouverture de crédit pour embaucher 30 000 enseignants-chercheurs en 2026. C'est bien ça que je comprends. Pardon ? Sur 5 années, c'est ça? Donc ça signifie... Ah d'accord, donc 6 000 postes par an, en gros, 6 x 5, 30, c'est ça, 6 000 postes. Donc c'est pour la campagne de recrutement 2025, sauf erreur de ma part, le ministère de l'Enseignement supérieur a ouvert 2345 postes, c'est ça. Voilà. Donc là, on est sur
une demande de 2,5 à 2,6 fois plus. Bon. C'est considérable. Et au-delà de l'aspect jeu de rôle, je reprends le mot de notre collègue Mattei, mais on voit ce qu'il veut dire. Ça signifie qu'en fait, comme le gage ne sera pas levé, les postes ne seront pas ouverts. Je ne suis pas certain, il faudrait le vérifier, mais peut-être l'avez-vous fait, que les universités ont réellement demandé un plus que doublement du nombre de titulaires, premièrement. Deuxièmement, si par extraordinaire, nous trouvions les candidats du bon niveau, parce que la question, c'est aussi la question du bon niveau se pose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de créer une augmentation considérable de la promotion qui, en fait, rejaillirait sur les générations futures, comme nous l'avons pu le connaître dans les années précédentes, où on a beaucoup embauché, et puis à un moment, ça s'arrête, et ceux qui payent, ce sont les générations qui arrivent. Donc moi, je trouve que ce type d'amendement est intéressant parce qu'il pose la question des effectifs des enseignants-chercheurs, et il y a un vrai sujet, c'est vrai, mais il évacue les conséquences néfastes que je viens d'évoquer sur, 1, le niveau, 2, sur la capacité de l'université à avaler, entre guillemets, à digérer une arrivée brutale, et 3, sur les générations futures. Donc je voterai contre. Alors attendez, parce que je vous avais redonné la parole ou pas? Non, mais... Ah oui, non. Si. Non, il y a Monsieur Lecoq est inscrit. Est-ce que vous donnez votre parole? Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Lecoq. Non, juste pour répondre sur la violence du propos, sur le niveau des candidats. Non, si, parce qu'en fait, moi, pour chaque poste de maître de conférence qui est ouvert, vous avez des dizaines et des dizaines de chercheurs hyper méritants qui, pour certains, sont en précarité depuis des années et des années. Je connais des collègues qui ont traversé la précarité, la recherche dans le désert pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans, qui sont très très forts, qui publient des livres, qui comptent, qui sont dans toutes les bibliographies. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Et pas seulement en sciences humaines et sociales, partout. Et là, vraiment, il faut massivement investir et ouvrir les postes. Et vraiment, j'ai participé à des comités de sélection. C'est horrible, c'est horrible. On doit trier entre des candidats, mais excellentissimes. Et ça, c'est plus tolérable, vraiment. Donc là, c'est un cri du cœur et un cri de rage, cet amendement, vraiment. Rejeté. Le 1731, M. Saint-Martin. Oui, je vais quand même le défendre. Donc là, l'objectif, c'est de revaloriser à 15% les fonctionnaires de l'ESR, dont les revenus sont très stagnants, pour dire le moins, et qui, par ailleurs, souvent travaillent gratuitement, ne comptent pas leurs heures et le font en désintéressement, et parce qu'ils sont souvent passionnés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils s'engagent dans ces carrières-là. Et au même moment où les traitements ne sont pas revalorisés, au moment où on maquille un peu avec des augmentations en termes de primes, il y a eu une espèce de surenchère avec les RIPEC, etc., dans toutes les universités et dans les laboratoires de recherche. C'est pas une politique salariale qui pour nous, pertinente à bien des égards. Donc là, l'ambition, c'est de revaloriser les traitements et de le faire pour tous les personnels, y compris les personnels administratifs qui sont invisibilisés et souvent méprisés dans les effectifs alors qu'ils remplissent des missions fondamentales. C'est bon, merci, excusez-moi. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Il tombe, pardon. Le 1742, Monsieur Saint-Martin. Alors, l'objectif de cet amendement, c'est de supprimer les crédits alloués au HCERS, le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche scientifique, qui je sais bien, qui prend beaucoup de temps aux chercheuses, aux chercheurs, aux universitaires pour des contraintes d'évaluation qui sont parfaitement oiseuses et qui ne servent absolument pas la recherche en règle générale, qui alourdit considérablement les tâches, ne serait-ce qu'en termes d'administration et de management de la recherche. Le dispositif a été maintes fois critiqué du HCERS. Il avait été supprimé l'année dernière en séance. Et à raison, on avait plaidé la cause de la suppression. Là, l'objectif, c'est d'enlever les moyens et de réfléchir au redéploiement, évidemment, des effectifs. Avec, là, je tiens à le signaler, beaucoup de personnel au sein du HCERS qui sont des chercheurs qui feraient mieux
d'être employés dans les universités à faire ce pourquoi ils sont voués. Donc on arrête avec ce HCERS, et là c'est une pierre qu'on ajoute dans le dossier. Monsieur le rapporteur. Non, mais vous ne pouvez pas être appelé. Vous ne pouvez pas être appelé, il n'y a plus de crédit sur le budget sur lequel vous appuyez. Alors, allez-y, monsieur le rapporteur. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement 1742. Sur l'amendement 1742, donc, nous avons eu je suis assez surpris d'ailleurs qu'on puisse remettre à nouveau le débat sur la table. Excusez-moi, on peut entendre monsieur Henriet, merci. Oui, puisque nous avons eu tout à l'heure déjà ce débat et la Commission avait voté contre la suppression de ces crédits. Donc, à nouveau, j'émets un avis défavorable pour les mêmes raisons. Très bien. On passe Madame Henriet, Madame Lingemann, excusez-moi. C'est Lingemann, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Alors, Lingemann. Voilà, parfait. Moi, je vais intervenir, comme mes collègues le savent, hein, sur le HCERS. On a un siège, l'Assemblée nationale, et je siège, moi, au HCERS. Je connais le HCERS pour avoir, vous aussi, pour avoir accueilli ces équipes au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Vous ne pouvez pas revenir sur une instance qui juge du contenu des cours, du contenu de la recherche et qui permet de faire une évaluation qui soit indépendante. C'est ce qui permet de nous positionner par rapport aux établissements internationaux et c'est ce qui nous permet aussi d'optimiser finalement ce qu'on fait au quotidien et de prendre du recul. Par contre, là où on est d'accord, c'est qu'il y a énormément de lourdeur administrative et qu'on prend des semaines, voire des mois à préparer l'arrivée du HCERS. Et vous savez aussi que la nouvelle présidente est en train, et l'équipe de la nouvelle présidente est en train de dépoussiérer et de simplifier. Si, va vérifier un petit peu, rencontrez-la, et de simplifier cette démarche d'expertise et d'évaluation qui est absolument nécessaire. Vous êtes contre les établissements d'enseignement supérieur à but lucratif, c'est le seul moyen de pouvoir, c'est un pivot à partir duquel on va pouvoir évaluer ceux qui font des formations pertinentes et ceux qui font des formations qui ne sont pas pertinentes. Merci. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous soutiendrons cet amendement, puisqu'il s'agit de supprimer un machin. Alors, moi, je suis très content parce que, comme je lis toujours ce qu'écrivent mes adversaires, ça y est, je retrouve la critique du New Public Management dont on parlait hier et avant-hier et qui justifiait pour nous la réduction d'un nombre considérable, enfin la réinternalisation d'un nombre considérable d'agences, pour pas dire la totalité. Donc nous, on est cohérents et donc on va supprimer avec plaisir ce machin bureaucratique qui visiblement a permis de recycler un ami du pouvoir dont on se demande bien ce qu'il fait là-dedans, qui fait des rapports extrêmement bavards, dont on ne comprend pas trop à quoi il sert. Et le ministère de la Recherche, là, je vous ai écouté, chers collègues, mais je ne partage pas votre opinion, je respecte. Et moi, non. Mais parce qu'il y a des rapports, chers collègues. Non, mais moi, il n'y a pas de difficulté. Il y a des rapports qui existent, on les lit, et on en a conclu d'une manière générale que ces agences et dont celles-ci ne savaient pas rien. Visiblement, pour une fois, on n'est pas les seuls. Et moi, plus on est de fous, plus on rit, si je peux dire. Et donc, on est très heureux de pouvoir reverser ces 26 millions d'euros à l'effort de recherche qu'on a soutenu tout à l'heure avec l'amendement du rapporteur spécial. Monsieur Labaronne. Moi, en tant qu'ancien chercheur, je suis effondré d'entendre cela. Enfin, je veux dire, cet institut est une garantie de l'indépendance de l'évaluation des activités scientifiques. C'est ce qui renforce la crédibilité du système français en matière de recherche. Il s'inscrit dans le cadre d'une cohérence des standards internationaux d'évaluation. Enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, est-ce que vous avez conscience de ce que vous dites? De mon point de vue, ça participe de la même logique que votre remise en cause au RN des sciences sociales et humaines. Et je ne comprends pas la position. Je ne comprends pas la position de mes collègues de la France Insoumise. Alors vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ce qui va permettre de positionner la recherche scientifique française dans l'espace européen et mondial. Et rien que ça, vous voulez le supprimer. Enfin, pour moi,
C'est une montagne d'incompréhension. Je le dis très Juvin. franchement. Écoutez, moi je suis, comme beaucoup de députés ici, quelques-uns même plutôt, quelques-uns, pas beaucoup, en faveur de la suppression de tous les machins qui coûtent cher. Mais je vais vous dire, sur cette instance, c'est une grande erreur de l'affaiblir. Parce que c'est l'assurance, disons que c'est une barrière contre la disparition d'autonomie des universités. La liberté des professeurs d'université, qui est une valeur de nature constitutionnelle, de valeur constitutionnelle, doit être garantie. Et cette structure, elle a cet avantage, c'est qu'elle garantit l'autonomie des universités, la capacité des chercheurs à chercher dans les domaines qu'ils souhaitent, la lutte contre le copinage politique, le copinage syndical, le copinage familial qu'on a connu à une époque. Et donc, la liberté académique, elle passe par une instance qui est libre. Et franchement, il faut probablement la réformer, mais la supprimer et l'affaiblir comme vous le faites, c'est une grande erreur. Je suis d'accord avec M. Labaronne. La dépendance des universités, c'est un principe fondateur. L'autonomie, c'est une politique. C'est pas la même chose, je tiens à le dire. Monsieur... Alors, attendez. Monsieur... Je ne sais plus, vous étiez intervenu ou pas? Non, Monsieur Corbière. Allez-y, Monsieur Corbière. Pour le coup, Monsieur Labaronne, alors, on a eu un débat passionnant avec Monsieur Renaud tout à l'heure, dont je garde mémoire, quand même qui était un débat lourd, structurant, idéologiquement stimulant, c'est-à-dire les sciences sociales ne sont pas des sciences, qui se relient à un courant mondial inquiétant. Honnêtement, relier ça, comme vous dites, avec la critique qu'on porte sur l'HCR, non mais que nous disent des chercheurs, qui est une lourdeur administrative, qui les empêche de faire de la recherche, non mais, attendez, on peut être en désaccord, je respecte ce que vous dites, mais la critique qui est portée n'est pas une critique obscurantiste, c'est pas une critique anti-recherche. Non mais, ah non, là vous n'avez pas le droit de... Donc j'aimerais juste qu'on respecte ceux qui critiquent cette instance, parce qu'ils considèrent une fois de plus que ça les entrave dans leur travail, ça alourdit, les critères sont prescriptifs, les critères sont pas clairs, etc. Et que de grâce, on ne relie pas cette critique à une offensive contre les Lumières, de mon point de vue, qui a été portée tout à l'heure. Là, c'est pas honnête intellectuellement. Non, mais non, je vous en prie. Madame Mercier. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Je crois quand même que nous sommes dans un débat budgétaire et que la question de la HERS, elle mérite mieux qu'un amendement dans un débat budgétaire. C'est un vrai sujet. C'est vrai que l'idée de la HERS est quand même d'avoir une vision autonome du ministère sur l'évaluation des diplômes et des recherches, et elle est pour ça très utile. Et d'ailleurs, de nombreux enseignants participent à l'évaluation, puisque c'est des évaluations paritaires. Donc les enseignants sont partie prenante de la HERS. Mais ils sont aussi ceux qui reconnaissent qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu une usine à gaz et qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Donc moi, je suis contre le fait de supprimer toute subvention, mais par contre pour un vrai débat, pour le faire fonctionner de manière plus facile et moins dysfonctionnelle qu'aujourd'hui. Allez, Monsieur Saint-Martin et Monsieur le rapporteur clôt le débat et on passe au vote. Merci, Monsieur le Président. Enfin, c'est un débat qui est important et en effet, c'est dommage que ça arrive comme ça par voie d'amendement. Mais néanmoins, il faut écouter les communautés de chercheurs et chercheuses qui se mobilisent lourdement, massivement, par voie de tribune dans toute la presse autorisée et aussi dans plein de papiers académiques sur le management de l'innovation, la bureaucratisation néolibérale de la recherche. Et là, on a des freins, des obstacles majeurs à l'exercice de la science, à l'autonomie. Par ailleurs, et je l'avais dit la dernière fois, les chercheurs, les universitaires sont évalués constamment. Quand vous êtes au CNRS, c'est tout le temps. Vous rédigez des rapports à vague, à mi-vague, c'est 60 pages tous les 3 ans, et c'est l'évaluation par les pairs sous la forme de l'écriture d'articles scientifiques. Et après, s'agissant des établissements, moi j'ai vu fonctionner au moins 5 ou 6 évaluations. C'est une catastrophe. Des gens ne travaillent plus la recherche pendant 6 mois parce qu'ils sont concentrés sur des indicateurs, des taxonomies qui sont complètement étrangères à la recherche, et ça produit une forme de désespérance globale. Ça s'appelle l'hétéronomie. Merci. Allez, Monsieur Henriet, on vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Saint-Martin vient d'évoquer, à titre expérimental, un point de vue où il a raison sur le fond. Et dans la pratique de la recherche, pour ceux qui ont eu dans des carrières passées à le vivre, moi modestement, on sait bien qu'il y a une profusion d'évaluations et que quand vient celle du HCRS, quand vous avez eu celle de votre établissement, quand vous avez eu celle de l'ANR parce que vous étiez sur un appel à projet, et c'est normal d'ailleurs, parce que ce sont des crédits publics, vous êtes évalué,
c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc je comprends la colère de la communauté scientifique au global sur la surévaluation qui est faite et qui incombe un peu au HCRS, alors qu'elle incombe en vérité à l'ensemble des acteurs qui évaluent, et pas seulement au HCRS. Pour autant, et je pense qu'au vu des débats que nous avons là, que nous avons eus en particulier dans le projet de loi simplification de la vie économique, il y a eu une vraie prise de conscience, et politique et administrative, pour revoir le périmètre d'évaluation et notamment le calendrier pour éviter des surévaluations. Moi, ça me semble difficile en l'état, du coup, quand on part de ce principe, de ce constat qui, pour le coup, est partagé, de supprimer l'ensemble des crédits alloués au HCRS. Parce que derrière le HCRS, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, la vérité, c'est que l'évaluation, elle sera faite par la DGRI, donc sous tutelle directe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc là, le caractère autonome et indépendant, il sera totalement effacé. Et là, pour le coup, on est d'accord, c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas donner les clés du camion de l'évaluation à la DGRI. Donc, en l'état, en tout cas, de la rédaction, cet amendement, c'est pourtant ce qu'il propose. Donc j'espère que l'ensemble des collègues qui sont présents ici sauront que cet amendement ne va pas du tout dans le sens de l'indépendance et de l'autonomisation de ces évaluations. Dernier point très important, parce que je sais, M. Saint-Martin, que vous êtes aussi sensible aux enjeux d'intégrité scientifique. L'Office, donc l'Office français de l'intégrité scientifique, est hébergé au sein du HCRS. Donc quid aussi demain, donc si vous supprimez ces crédits, tels qu'on s'apprête à le faire, chers collègues, quid aussi de toute la politique d'intégrité scientifique derrière? Vous voyez, donc on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de main sur un amendement un dimanche à 16h39 l'ensemble de ces politiques-là si elles ne sont pas redéfinies derrière. Donc moi, c'est vraiment une demande de retrait de votre amendement, sinon défavorable, parce que sinon, on est dans une inconnue complète sur l'avenir de l'évaluation de la recherche en France, et donc de la crédibilité et de l'évaluation, mais finalement aussi des politiques scientifiques que l'on mène au niveau international. Bien, allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le suivant n'est pas défendu.